Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui, l'on va tout simplement parler d'actualité cyclisme de manière générale et nous allons parler un peu du Tour de Romandie. C'est vrai que je n'ai pas débriefé Liège-Bastogne-Liège. C'est vrai que comme à chaque fois, j'ai envie et puis au fur et à mesure du temps, je me dis est-ce qu'il y a réellement une nécessité derrière. J'avais forcément envie de parler de Paul Sexas. On va parler de Paul Sexas dans cette vidéo. Vous me direz comme à chaque fois quasiment. C'est pas faux. Mais en même temps, j'en parle quasiment à chaque débrief et je l'ai en pro team. Et en ce moment, on a fait pas mal de pro team qui va se terminer, qui va continuer d'ailleurs cette semaine. Je pense que je vais en faire un peu aussi avec du prud'homme. Mais donc, nous allons parler de Paul Sexas par rapport au Tour de France, par rapport à Liège-Bastogne-Liège, mais également aussi, nous allons parler de Tadej Pogacar tout simplement et de ce Tour de Romandie. Tour de Romandie qui est en difficulté financière, vous le savez, hein, surtout en difficulté dans lequel on ne sait pas si on aura une édition l'an prochain de ce Tour de Romandie. Même la course féminine n'a pas encore de parcours qui a été euh, dévoilé, j'ai envie de dire. Donc au final, on ne sait même pas si la course aura lieu cette année. Un Tour de Romandie qui est toujours une course assez intéressante parce que ça fait, j'ai envie de dire, la passerelle entre vraiment les classiques et les grands tours. Certes, avant, on avait par exemple le Tour du Pays Basque, épreuve à laquelle on a consacré beaucoup de temps cette année, mais également, il ne faut pas l'oublier aussi, le Tour des Alpes. Mais le Romandie qui est toujours compliqué avant de faire un Giro. Certes, Caruso l'a fait cette année, mais très peu de coureurs au final le font à chaque fois parce que tout simplement, il y a très peu de temps d'écart. Le Romandie se termine le vendredi, le dimanche et la présentation des équipes du Giro est le mercredi. En plus en Bulgarie, qu'il y a souvent des conditions météo. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de conditions très mauvaises. En année, on se souvient sous la pluie la victoire de Lenny Martinez, mais il y a eu des années avec énormément de froid. Donc ça reste toujours particulier. Le Romandie, à une époque, on avait pas mal de favoris du Tour de France qui allaient. Thibaut Pinot y allait à de multiples reprises. Il s'est déjà imposé sur le Tour de Romandie en termes de victoire d'étape. Le Franc-Comtois, même si on peut voir tout simplement sur le Romandie, je dirais de manière générale, il me semble que Thibaut Pinot, pour moi, a fait podium. Non, je sais pas si elle a déjà fait podium, peut-être 2015 encore. On va voir l'édition de 2015. Froome avait fait 3ème. Ouais, Pinot a fini 4ème, il a perdu du temps sur le chrono. Et 2016, c'est Quintana qui le gagne, mais je suis pas sûr. Pinot a fini 2ème, à 19 secondes de Nero Quintana. C'est vrai qu'on n'était pas très très loin. Il a gagné, je crois, le chrono cette année-là, si je me trompe pas. Thibaut Pinot, il me semble qu'il avait remporté justement le chrono du Tour de Romandie. C'est ça, il avait gagné le chrono. Et Froome avait gagné l'étape aussi. Mais voilà, ça reste une épreuve qui a réussi ces dernières années aux coureurs français, mais également une course où il y a eu seulement 2 vainqueurs cette année. Et on savait que Tadej Pogacar y allait pour gagner cette épreuve. Tout simplement, c'était l'une des courses par étapes pour le Tour qu'il n'avait pas encore à son palmarès. Comme je dis souvent, les 4 Tours de France, un Giro, un Paris-Nice, 2 Tirreno Adriatico, le Tour de Californie en 2019, mais c'est la dernière édition de cette épreuve. Et je rappelle toujours que quand on parlait des 19 ans sans victoire française au classement général final d'une course par étapes pour le Tour d'une semaine, depuis le Dauphiné 2007, fallait pas oublier que Joan Philippe avait remporté le Tour de Californie en 2016, mais qu'à l'époque, cette course n'était pas en World Tour, elle est passée en World Tour l'année d'après. Ce qui effectivement a légèrement changé parce qu'on peut se dire, ah ouais, pas de victoire en World Tour en termes de course par étape d'une semaine, certes. Mais il y a 2 épreuves qu'on a gagnées. Le Tour des Alpes est un très gros niveau, mais surtout le Tour de Californie qu'Alaphilippe a remporté un an avant qu'elle soit en World Tour. Et puis Tadej Pogacar également remporté aussi en termes de course par étape pour le Tour d'une semaine. Le critérium du Dauphiné, bien évidemment, qui va devenir le Tour Auvergne-Rhône-Alpes si vous ne le saviez pas. Et le Tour de Catalogne. Alors pour Tadej Pogacar, c'est vrai que c'était une mission un peu tranquille sur 2-3 aspects que je voulais quand même souligner. C'est vrai qu'on a eu un Pogacar serein, qui n'a pas eu tant de marge que ça au classement général. Bon, il a 42 secondes d'avance sur un Florian Ipowitz. Mais si on regarde Tadej Pogacar sur cette épreuve-ci, il faut quand même le souligner. Il a été en totale maîtrise. Il n'a pas réellement fait de superflu d'attaque sur l'étape 1. Par exemple, ça qui arrive au sprint dans un petit groupe où il y avait Lipoïs qui avait moins roulé. Mais on est vraiment avec. Il me semble que c'est Lipoïs. Oui, c'est Lipoïs qui avait moins roulé parce que Nordhagen, justement, et Lini passait avec lui. Mais là, on a eu un Pogacar qui remporte 4 étapes plus le classement général. Ça fait 5 victoires supplémentaires pour lui cette saison. Il en est à 9 maintenant. Il s'est échappé après. Oui, il s'est échappé dans l'avant-dernière étape.
mais en réalité, il a pas eu tant d'avance que ça, seulement 14 secondes à l'arrivée sur un Florian Lipovic qui a su, comme très souvent, amortir après une attaque et qui au final a maintenu l'écart en descente et fini à 14 secondes. Et aussi qui est très très bon en termes de rouleur aujourd'hui, dit Florian Lipovic. Un Tadej Pogacar qui voilà avait comme objectif de remporter le classement général et le maximum de victoires. Il aurait pu faire le grand chelem, c'est pas passé très loin, mais en réalité, il a été, oui, j'ai dit en totale maîtrise et ce qu'il était venu chercher, il l'a fait. Après, ce qu'il faut également parler sur cette épreuve-ci, j'ai envie de dire, toujours, on a aussi, c'est vrai, peut-être moins de concurrence, mais on a eu quand même un Lipovic qui est assez intéressant et surtout, voilà, Tadej a géré. L'étape 2, il s'impose aussi au sprint face à un Dorian Godon. Malheureusement, j'ai pas pu voir le prologue et les 2 premières étapes. Mais il avait su battre à son propre jeu le français Dorian Godon, qu'il bat au sprint. Et quand on sait la puissance, parce que vraiment, quand on voit un Dorian Godon, il dégage une puissance, une force, et il est capable de broyer des vélos au sprint. Mais en réalité, ça reste une épreuve réussie pour le Slovène, tout simplement. Le prologue, il finit 6ème, un prologue remporté par Dorian Godon, mais on a un prologue qui était en bosse. C'est un exercice qui le réussit parfaitement à lui, mais qui réussit, j'ai envie de dire, de manière générale, parfaitement aux sprinters et même au corps explosif, car souvent on a des virages qui s'enchaînent dans des prologues, mais surtout, c'est une épreuve très courte, très intense, et justement, ceux qui ont la capacité à changer de rythme, mais surtout ceux qui ont la capacité à avoir une giclette, une explosivité, performent sur ce type d'épreuve, et on en a eu l'occasion de le voir tout simplement avec Dorian Godon, et qui s'impose également sur l'étape 3. Il a été quand même fort momentanément parce qu'il a été distancé dans la montée sur le travail de la formation Red Bull Bora. Et au final, grâce à vraiment un encadrement qui était, et il faut le souligner, qui était vraiment très intéressant côté Ineos, on a eu plusieurs coéquipiers, je pense notamment Jungels qui a tenté de le ramener, mais plus tard dans l'étape, on avait Auguste et Lorenz de Plus pour amener le sprint. Ça a été parfait de ce côté-là. Vraiment, il a également pu fédérer autour de lui. Et même un Carlos Rodriguez a lancé le sprint pour lui. Ce qui montre qu'on le fait confiance dans cette formation. Ce qui est très intéressant pour la suite. Même d'ailleurs, il va faire le Tour de France, Dorian Godon. Et sur le Tour de France, c'est une étape qui arrive à Barcelone, par exemple, qui est au sommet d'une ascension, mais qui pourrait pourquoi pas lui correspondre même en 3ème semaine. Déjà, il y a l'étape du Mont Ventoux, pas du Mont Ventoux, du Tour de France qui passe à Montmartre. Est-ce que ça pourrait lui convenir? Même l'étape de Voiron, c'est certes une étape pour sprinter en théorie, mais on est en 3ème semaine où les organismes seront fatigués. Mais vraiment, Barcelone peut convenir à Dorian Godon en termes de capacité. Bon, il a déjà fini 2 fois 2ème de la dernière étape du Tour de Catalogne qui arrive dans ces mêmes rues. Pas Montjuic, plus bas, mais il connaît le terrain. Il a été battu par Pogacar et cette saison, il avait été également battu sur cette épreuve-ci par Brady Gilmore, mais il connaît le terrain. Il est surtout dans une énorme dynamique. Ça aussi qu'il faut souligner pour lui parce que il marche sur l'autre et clairement on a 5 victoires pour lui cette saison en ce qui concerne, ce qui est quand même excellent. Voilà, il que en voir le tour sur toutes ses victoires, faut le souligner. À chaque fois un collectif qui se met à son service. Mais non, voilà, Dorian Godon a été vraiment très très performant cette saison. J'ai beaucoup aimé voilà la capacité qu'il a eue à s'imposer sur la dernière étape où c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il allait peut-être se faire enfermer ou qu'il a trop retardé, mais non, il allait directement. Et il a su résister sur la 3ème étape au retour qui venait de l'arrière, notamment je pense à celui de Finn Fischer-Black qui à un moment était quasiment coude à coude avec lui, mais comme face à Remco Evenepoel sur le Tour de Catalogne, il a su remettre et il a su dominer son adversaire. Mais voilà, c'est une très très belle performance de la part de Dorian Godon. Valentin Brabant qui finit ses 3ème aussi de cette étape, c'est Tassouni qui revenait fort de l'arrière, qui était peut-être moins bien placé. Et même Pogacar qui à un moment on aurait pu penser à les limites se faire entre guillemets enfermer dans le sens où il était derrière Godon qui a quand même été en totale maîtrise parce qu'il faut aussi ne pas l'oublier qu'à un moment on a un coéquipier de Tadej Pogacar qui prend quelques mètres d'avance, c'est Félix Groschartner il me semble, qui prend quelques mètres d'avance. Oui, Groschartner c'est celui qui arrive dans le même temps, donc oui c'est Groschartner qui a pris un peu de temps d'avance. On a eu vraiment une anticipation de tous les moments, j'ai envie de dire, pour cette équipe. Enfin, surtout pour Dorian Godon qui n'a pas voulu le laisser se faire avoir. Et surtout, la défaite face à Pogacar lui a donné un supplément d'âme pour s'imposer sur sur cette étape-ci. Le chrono, ça reste quand même excellent en termes de performance. Alors ça, j'ai pas pu voir cette étape, ce prologue.
C'est un effort qui peut lui correspondre. Effectivement, on était quand même sur une ascension à 1 km 100 à 4,9% de moyenne. C'est une ascension qu'il est capable de passer. De manière générale, il va quand même du Söderqvist pour 6 secondes. Il y a quand même une marche qui est quand même assez importante, mine de rien. Parce qu'on est quand même sur. Déjà, il met plus d'1 km/h et demi au deuxième, quasiment. Mais surtout, on est sur un effort de 3 km. En 3 km, mettre 6 secondes à un adversaire, c'est énorme. Ça veut dire qu'il a mis quand même à Söderqvist 2 secondes au kilomètre. Et à Pogacar, il lui met quand même 7 secondes au kilomètre. Hein. Parce que derrière lui, c'est très serré dans la suite du top 10 où ça se tient en 3 secondes, mais il a mis une marge à chacun de ses adversaires. Alors il va participer au Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a combien de jours de course? Il en est à 28. Ça ferait 36 après le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Peut-être qu'il fera les championnats de France pour défendre son maillot. Ça ferait 37. Et après, oui, il arrivera à 58 jours de course au moment du Tour de France. Mais Tour de France, il y a une étape, voilà, je le dis, une petite étape, comme j'aime bien l'expliquer, de Barcelone. C'est à combien exactement le pourcentage de Montjuic? Si c'est possible de le voir. De toute façon, oui, on a 1 km 6 à 7,8 et après Attendez que je regarde. Oui, et la deuxième bosse, c'est 600 mètres à 5,5% de pente moyenne. Mais oui, il aura la capacité, très clairement, je pense, à y performer, honnêtement, et ce serait intéressant à suivre en ce qui le concerne. Alors là, il n'y a pas encore le profil qui est mis sur ProCyclingStats détaillé des ascensions, mais vraiment, pour moi, c'est une étape qui pourrait limite convenir parfaitement à ce qu'il est capable de réaliser. Sur le Tour de France, après, je vois, est-ce qu'il y a d'autres étapes qui peuvent réellement convenir à Dorian Godon? Ussel, c'est peut-être un petit peu dur pour lui. Foix, il y a de la difficulté aussi. Après, il faudra voir, je pense peut-être à une échappée. Belfort, il y a quand même une grosse ascension à passer, mais après, pour moi, ce serait une échappée à Belfort. Donc, on sait jamais ce qui peut se produire. Si c'est un peloton des favoris qui bascule pas très très loin, il pourrait revenir et battre pas mal de courses sprint. C'est quand même un coureur qui est capable de se débrouiller sur un sprint sur le plat. On va quand même parler aussi d'autres choses. On va revenir sur Tadej Pogacar et cette bataille pour le classement général. Sur la dernière étape, Pogacar, il a surtout quand même dû faire face à un Lipovic qui a attaqué à plusieurs reprises. Alors ça, Lipovic, on sait que c'est un coureur, comme on le dit souvent, qui n'a pas une réelle explosivité, qui sait et qui se connaît parfaitement et qui a la capacité à revenir au tram et surtout à garder un rythme régulier, à amortir les accélérations. Là, il a vraiment tenté à plusieurs reprises, ce qu'il faut souligner et ce qui est vraiment assez intéressant concernant le coureur allemand qui a eu cette capacité, j'ai envie de dire, voilà, à tout simplement tenter le tout pour le classement général. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu Pogacar dans sa roue, il a quand même réussi à tenir la route d'un Slovène qui n'a pas tant tenté que ça de le contrer. Un Tadej Pogacar qui, voilà, a été en mode gestion sur cette épreuve-ci. Il a su faire les efforts au bon moment. Alors, est-ce que Florian Lipovic se rapproche de Pogacar en termes de niveau? Florian Lipovic, j'ai surtout envie de dire qu'il monte en puissance au fur et à mesure des jours de course cette saison. Si on regarde cette saison, il me semble que c'est sa 8ème du Tour d'Algarve. Bon, il remporte le trophée OCS Salines, mais c'est un chrono par équipe. Il fait 3ème du. Ah non, c'est 3ème. Oui, 3ème de Catalogne derrière Lenny Martinez et qui bat sur ce Tour de Catalogne, sur ce Tour de Romandie et tout simplement Jonas Junior. Il finit 2ème au Tour du Pays Basque. Donc, je veux dire, c'est assez constant en termes de performance. Si on regarde juste sa saison l'an dernier, il avait fait quoi? Il avait fait Palma, oui, mais il avait fait surtout Paris-Nice. 2ème du classement général sur Paris-Nice. 4 au Pays Basque, donc c'est quasiment meilleur. Même 3ème du Dauphiné, ça je m'en souvenais. Il avait fait que 3 courses par étape l'an dernier, avant le Tour de France. Là, cette année, il y aura beaucoup plus de courses différentes pour lui. Il gagne pas beaucoup, il a seulement 3 victoires dans sa carrière. Le Tour de République tchèque en 2023 et le Sibiu Cycling Tour en 2024. Entre autres, notamment, est-ce qu'on a d'autres victoires? Et une étape du Tour de République tchèque. Là, il va faire le Tour de Slovénie. Qui sera aussi intéressant. C'est une ancienne épreuve que Pogacar remporte à plusieurs reprises. Je suis pas sûr qu'il y aura tant de concurrence que ça sur le Tour de Slovénie. Pour le moment, il y a Jakob Ormsel, effectivement, qui est indiqué. Et à part Ormsel et Tratnik avec Florian Lipovic, il n'y a personne qui sont là. Donc je ne pourrais pas vous dire qui, à l'heure actuelle, a l'envie de... Enfin, qui disputera cette épreuve-ci. Mais oui, c'est intéressant pour Lipovic, qui monte en puissance jour après jour, qui s'affirme en tant que leader aussi dans cette équipe-ci. On a vu un collectif qui avait certes des coureurs à l'avant, mais on voit des coureurs qui sont capables de l'accompagner. Je pense à un Primoz Roglic. Alors certes, on a eu un manque de cohésion peut-être à un moment. On n'a peut-être pas indiqué que Roglic revenait, qu'il aurait pu faire l'effort en haut de la bosse pour battre Pogacar. Après, il revient sur le final, mais il finit quand même à 7 secondes.
Alors Roglic qui, comme sur le dernier Tour de France, on a l'impression qu'il n'est pas concerné par la course, mais qui au final est toujours là. Sur le dernier Tour de France, il est à la bataille pour le podium quasiment jusqu'à la dernière étape de montagne, où il tente le tout pour le tour en partant en échappée. Dès qu'il a été repris au pied de la plaine, il s'est pas cassé la tête, il n'avait pas envie de finir 5ème du général, il s'est relevé, bon il a terminé 10ème de ce Tour de France-ci. Non, 9ème il me semble Roglic le dernier Tour de France, si je dis pas de bêtises, 9ème je crois parce que... oui, c'est 9ème du dernier Tour de France, parce que c'est Jordan Jegat qui a fini 10ème. Donc oui, mais on a eu cette équipe qui a eu quand même, par exemple, Fischer Black à l'avant, donc on a tenté plusieurs choses, notamment les sprints pour Fischer Black, donc on a peut-être eu un collectif un peu plus important, en tout cas on a su développer pas mal de coureurs aussi, et un travail d'équipe qui a été assez intéressant, parce que par exemple le jour où on tente Fischer Black, certes on distance dans Godon Kyrien, mais on avait quand même vu plusieurs coureurs se mettre à rouler. On a un Tuckwell aussi qui est intéressant, Tuckwell il va faire quoi comme épreuve d'ici la fin de la saison? Il n'y a pas d'autres courses qui ont été indiquées, lui qui a fini deuxième du Baby Giro, enfin du Giro Next Gen l'an dernier. Excellent coureur prometteur. Qui va bientôt avoir 22 ans. Mais ouais, il est très très bon Tuckwell. Il monte en puissance au fur et à mesure aussi des courses parce qu'il finit 83ème du Catalogne. Là, j'ai envie de dire 9ème de ce tour de Romandie. Donc c'est plutôt bien. On en met 3 dans les 10. Non, 2 dans les 10, pardon. Non, oui, 3 dans les 10. Non, c'est de la dernière étape, pardon. Non, au général, Tuckwell, oui, il va finir dans le top. Il s'est fini 6ème. Donc on en met quand même 2 dans les 10. Et Lipolis qui finit à 42 secondes, ça va peut-être aussi l'aider. Mentalement, se dire qu'il est pas si loin que ça d'un Tadej Pogacar. Alors certes, on va dire que Pogacar c'est pas employé à 100%. Mais bon, il fallait quand même ne pas finir si loin que ça. Après, on va parler de Lenny Martinez. Lenny, ce que je dis toujours de très intéressant côté Lenny Martinez, c'est qu'il fait souvent les mêmes courses année après année. L'an dernier, enfin par exemple, c'est le 3ème Tour de Romandie consécutif qu'il fait. Après la 9ème place en 2024, là, 2ème l'an dernier. Et là, il finit 3ème au classement général. Il avait fini 7ème de Catalogne, puis 5ème, puis 2ème cette année. Donc au fur et à mesure, il monte en puissance. Il gagne une étape sur chacun des 2 derniers Paris-Nice. Et cette année, il finit 5ème du général en étant régulier. Bon, il avait fini 9ème de la Flèche cette année, 4ème l'an dernier. Ce que je veux dire, c'est que ça permet de voir comment il augmente dans la hiérarchie son nombre, enfin tout simplement avec ses places au classement généraux. Là, il finit 3ème, assez loin. Bon, il a su résister quand même avec 7 secondes d'avance sur Jürgen Nordhagen. Ce qu'on peut dire sur Lenny Martinez, oui, c'est qu'il y a eu. Il a été, de ce que j'ai compris, et celui qui a été capable de le plus suivre Tadej Pogacar sur la première étape en ligne, enfin même l'étape 1. Mais en réalité, vraiment là, quand je l'ai vu, c'est notamment sur l'étape de samedi. Il a été distancé, il a réussi à suivre pendant quelques mètres Tadej Pogacar, mais contrairement à Lipovic qui a su lisser son effort, ou même Nordhagen par exemple, il s'est directement mis dans le rouge et il s'est retourné. En regardant son derrière, on a très vite compris qu'il pouvait pas tenir un peu plus. Alors, à un moment, ça s'est regardé avec Nordhagen. Certes, on sait que c'est pas le coureur qui passe le plus de relais, mais ça s'est regardé légèrement. Et au final, ils se sont fait reprendre par le groupe de compte. Alors, il a su, de toute façon, il a un moment, il a compris qu'il devait fixer Nordhagen pour ne pas perdre ce maillot blanc, qui ramène pour la 2ème année consécutive sur le Tour de Romandie. C'est 2ème ou 3ème fois consécutive qui ramène le Tour de Romandie. Tour de Romandie, si on regarde le classement général, enfin le classement de 2024. Lenny Martinez, non c'était non c'était Lipovic, non voilà, c'était Rodriguez qui l'avait ramené. Si je regarde bien, ça doit être Rodriguez. Ouais c'est ça. Mais là il le remporte. Donc ça c'est vraiment très très bien en ce qui le concerne. Lenny Martinez qui lui aussi est quand même en bonne condition. Alors ça il finit un six qui est toujours un peu plus compliqué, mais j'ai envie de dire pour ce course-ci c'est assez intéressant. On voit aussi qu'on a eu, surtout dans la dernière étape, pas mal de ses coéquipiers qui ont voulu le protéger. Mais au-delà du fait qu'il a eu pas mal de ses coéquipiers qui ont voulu le protéger, ce que je voudrais surtout retenir, et ce qui est assez important, c'est qu'au final, il a su cette fois-ci fédérer, enfin il a su fédérer cette fois-ci, il le fait de temps en temps, mais il a su fédérer autour de lui pas mal de coéquipiers, parce qu'on a vu du Caruso sacrifié, même du Tiberi, qui a énormément de jours de course dans les jambes, Antonio Tiberi, parce que c'est quand même assez hallucinant le nombre de jours de course qu'il a quand même dans les jambes, Antonio Tiberi. Il est 27ème au général, il a fini combien? Je crois 35 jours de course. Pour Antonio Tiberi, ce qui est beaucoup, sachant qu'il lui reste le Tour de Suisse à faire où il sera à 40 ans avant le Tour de France. Lenny Martinez, qui l'an dernier était à quasiment 38 jours de course avant le Tour de France. Là, cette année, il en sera à 30. Non, il sera à 30 jours de course pile. Donc, il réduira son jour de course. Il sera peut-être mieux par rapport au début du Tour de France, où notamment il était pas en forme à partir. Notamment, on avait pu le voir déjà un peu plus sur la 9ème place au Tour de Romandie, où il était en fin de cycle. Après sa 7ème au Tour de Catalogne, sa victoire, je pense notamment dans le Var. Sur la Classique il me semble déjà à l'époque, mais aussi sur le trophée Oleg Guelia, il gagne la Mercantour Classique certes,
Mais en étant, et les manches de Coupe de France qu'il avait remporté aussi, mais donc c'était Tour du Doubs, je crois qu'il avait remporté, et c'était Tour du Doubs? Non, Besançon, ouais, Tour du Doubs et Besançon. Bah, ce que je veux dire, c'est qu'il était un peu en fin de cycle et on le voyait, malgré la chute et sa victoire sur la Mercantour, il était un peu en manque de jambes. On l'avait vu d'autant plus sur le Tour de Suisse où des fois il était capable de faire les top 10 étapes, tout comme de finir très loin le lendemain. Et sur le Tour de France, ça n'avait pas été réellement mieux. Là, peut-être qu'il commence à avoir un peu plus de régularité, ce qui serait vraiment bien pour lui. Après, il a dit qu'il jouera les victoires d'étape et le maillot à poids sur le prochain Tour de France. Il peut aussi, en fonction de la conjoncture, être là pour le classement général. Pourquoi pas avec une victoire étape en montagne, un maillot à poids et une ou deux échappées, tu peux revenir dans les 10 premiers si les écarts sont importants. Mais surtout pour Lenny Martinez, par rapport à Antonio Tiberi, qui en réalité Tiberi avait commencé très très fort parce que Tiberi fait troisième au Classica Camp des Morvedere, quatrième à Valenciana, enfin à Volta de Comunità de Valenciana, deuxième avec une victoire d'étape à l'UAE Tour, il s'impose à Gebel pardon, Mobra. Il est battu par des taureaux général, troisième de l'Egolien, donc on se dit que c'est pas mal, mais après 42 de Tirreno, il abandonne lors de la dernière étape le Tour du Pays Basque et finit 27e au général de ce Tour de Romandie où il a été totalement coéquipier. Donc il faudra voir pour la suite, les deux seront aussi sur le Tour de Suisse, ce qui leur permettrait d'avoir des automatismes à force de rouler ensemble en termes d'équipe. Il faudra voir surtout dans quelle forme il arrive. Là, il aura une coupure, ce qui faisait quelques temps qu'il n'en avait pas eu. J'attends de voir, mais c'est vrai que Tiberi, pour moi, c'est pas que ça m'inquiète tant que ça, mais peut-être qu'au final, on pourrait se reposer sur un Lenny Martinez leader, ce qui serait pas déconnant du tout pour cette équipe. Dans Dagen, c'était vraiment une très très belle semaine en ce qui le concerne. Il faut quand même le signaler. Très prometteur de plus en plus. Il a 21 ans, il me semble. C'est ça, 21. Mais il progresse. Il a su résister, enfin résister en tout cas être performant sur ce type de course-là. Il a quand même un peu enquêté Lenny Martinez pour le classement général. Ça aussi. Ça peut compter. Il a eu du répondant. Il a fait partie des 4 meilleurs de cette épreuve dès la première étape de montagne, j'ai envie de dire. Enfin, première étape difficile et donc première étape même en ligne. Il a été avec ceux qui jouaient le podium. Voilà, il a super performé. Alors, ça, son sprint, il finit quatrième. Mais en réalité, c'est plutôt une bonne course par étape pour lui. Du côté du Norvégien, on a quand même Luc Plap aussi qui a su montrer qu'il était performant sur ce type d'épreuve-ci. Alors, Luc Plap va quand même faire Tour de Hongrie et Auvergne-Rhône-Alpes. Il a combien? Il a 28 jours de course, ce qui est quand même important. Alors, sachant il va être à 36 avant le Tour de France, il termine son épreuve, et 36, il sera à 41 avant le Tour de France. Et il va faire en plus la Vuelta. Ce qui veut dire qu'il terminera le Tour de France potentiellement à 62 jours de course avant de faire la Vuelta où il sera à 82 à la fin. 82, 83 à peu près. Ce qui serait quand même énorme. Mais après, une troisième place à l'UE Tour, c'était plutôt pas mal pour lui. Ça avait commencé un peu de manière plus difficile. Alors ça, tu fais quand même troisième à la Muscat Cycling Classic et deuxième au championnat d'Australie sur route et huitième au chrono. Mais sur le Tour de Maine, il finit 45e. Tour de Under, 74e et 20e à la 4 Evans. Peut-être que là, il a eu un peu plus non pas une réserve d'énergie, mais c'est vrai qu'il n'a pas couru depuis quand même février. Mais non, il a enchaîné pas mal de jours de course. Peut-être aussi que c'est ce type de quoi, moteur diesel à l'image de Thibaut Pinot, qui au fur et à mesure des jours de course arrive à être performant. C'est une question qu'on peut se poser. L'an dernier, il remporte une étape sur le Giro. Mais en réalité, quand on voit, certes, il était surtout un coureur de début de saison. Là, il a su montrer qu'il avait des capacités sur ce type d'épreuve-là. Un peu plus que ce qu'on pouvait voir en Europe d'habitude, parce que c'est vrai que sur les courses européennes, il était souvent plus en difficulté. Il pesait un peu moins. Peut-être que là, et je pense qu'il pourra, enfin, ça pourrait être assez intéressant de le suivre pour cette formation. C'est vrai que Ben O'Connor a eu un début de saison très délicat pour la formation de Jaiko Alula. Là, ça fait un leader qui marque pas mal de points. J'ai parlé un peu de Tuckwell aussi intéressant. C'est Peda. C'est pas mal pour la Movistar d'avoir encore dans le top 10. Avec un Nairo Quintana qui a vraiment été très utile. Et on a vu un Nairo Quintana très bon dans son rôle de coéquipier. Hein. Également Pablo Castrillo, offensif aussi. Notamment dans le moment où il était dans le groupe Lenny Martinez. Il avait tenté d'attaquer sur l'étape 4. Mais non, voilà, ça a vraiment été un très très bon. Enfin, vraiment, Cepeda, c'est intéressant pour cette équipe Movistar. Je voulais quand même souligner Philipsen qui a 19 ans comme Paul Sixas, mais qui est capable de réaliser une 8ème place sur une course par étape pour le tour. Il a dit qu'il voulait s'y tester cette semaine-ci, sachant que de base, c'est plus un coureur de classique d'un jour. Alors, il a fini 3ème Tour d'Hongrie l'an dernier, mais il remporte Paris-Roubaix Espoir. Il finit 2ème des 3 Vallées Varésie, une Trevali Varicine. Derrière Pogacar et devant Julien Lafilippe. Il est très fort. Jusqu'ici, il a fait 8ème de la Flèche One, de l'AMSTEL, pardon, c'était son seul top 10. Parce que sinon, on l'a mis en place, c'était une 39ème au Grand Prix de Nantes. Il va faire le Tour d'Hongrie. Mais honnêtement, oui, c'est assez intéressant. Il a su se tester.
il avait un coéquipier, enfin, il avait des coéquipiers quand même qui étaient à ses côtés, mais vraiment, je suis assez agréablement surpris. Je m'attendais pas du tout à le voir dans le top 10 sur ce Romandie. Euh, il a voulu se tester. Le test a été concluant pour le moment en ce qui le concerne. Fortunato dans le top 10. Bah, c'est vrai que Fortunato ne sera pas sur le Giro. Il va faire Tour de France, Fortunato, et Auvergne-Rhône-Alpes. Non, même pas Tour de France. Auvergne-Rhône-Alpes et Tour d'Émilie pour le moment. Il a 29 jours de course aussi côté Lorenzo Fortunato. Je surveille toujours les jours de course, surtout notamment pour savoir au niveau des états de forme sur le Tour de France, parce que des fois on peut avoir des cours cramés. Notamment Lenny Martinez, que je voyais à 37-38 jours de course l'an dernier, je me suis dit que c'était quand même assez important, et c'est vrai qu'il a eu du mal au début. Mais voilà, Higuita au port du top, enfin pardon, déjà oui, au port du top 10 Higuita, Rodriguez avec sa chute aussi, que ça a eu un impact, bien évidemment, énormément râpé, il a dû passer une mauvaise nuit, c'est une épreuve qu'il réussit souvent. Là, il finit en dehors du top 10, mais je trouve que sa condition était mieux quand même que précédemment. Junior Le Cerf dans le top 10, c'est quand même un bon résultat pour lui. On a vu Valentin Pépin qui a été capable de sacrifier, faire le travail pour lui. C'est quand même à souligner. On lui fait confiance, je pense, dans cette formation sous la Crucette. Il fera la Vuelta. Mais par rapport à la Catalogne, il a fini 88e. C'est vraiment un très très bon résultat pour lui. Même 24e à l'UAE Tour et 44e au Tour de Domaine. Donc au final, c'est son meilleur résultat sur une course par étape cette semaine, enfin cette saison. Avant ce Romandie, il a fini seulement 9e d'une étape à Rabal, enfin Green Mountain tout simplement sur le Tour de Man. Et là, il fait oui, 2 8e place et une 7e, donc il monte en puissance. Un cours aussi assez jeune, c'est vrai qu'on en parle moins, mais ça reste quand même un cours très prometteur aussi. Dans le top 10 pour cette formation, c'est vrai qu'avec le départ de Remco, il y a aussi Valentin Pépin pour le pôle montagne qui a encore fait un top 3 d'étape cette semaine. Mais il y a aussi Ilan Leader, mais ça peut être un cours d'avenir et qui sait aussi s'affirmer. Voisard aussi très intéressant pour le cours de la formation Tudor. 13e, voilà, ça reste assez performant. C'était celui qui a eu le dossard du premier suisse au classement général, mais il fait quand même un général pour cette formation Tudor. Ça fait certes 50 points ici, ça reste quand même assez intéressant. Il a pu, j'allais dire, se tester en World Tour. C'est vrai qu'en termes de World Tour jusqu'ici, il avait pas fait de course par étape pour le Tour cette saison en termes de général. Enfin, il avait fait le Tour du Pays Basque, mais il avait fini 149e du chrono. Il avait pas pris le départ le lendemain. Il avait déjà abandonné le Grand Premio Miguel Indurain. Mais c'est vraiment intéressant pour lui qui avait fini quand même 6e du général de la Tour en remportant une étape quand même à Bir. Attendez, c'est pas à Touveri. Non, oui, c'est à Bir Jaidara Mountain Wirka qui s'est imposé. Mais il va faire. Il a pas de course à son programme pour le moment. Peut-être côté Tour de France, ce serait pas déconnant pour lui, mais qui a vraiment fait un très très bon classement général. Et qui a été vraiment assez intéressant cette semaine. George Bennett, ça fait des points pour la formation NSN, mais c'est vrai qu'on les a très très peu vus. Il a été dans ce groupe, j'ai envie de dire, des coureurs qui étaient en second rideau pour le classement général. Mais c'est pas celui qu'on a le plus vu. Tout comme cette équipe, effectivement, il le disait beaucoup sur le sport, mais on n'a quasiment pas vu la NSN. Après, c'est vrai qu'on a eu pas mal de groupes, effectivement, mais le meilleur en général, c'est Berthet qui finit 25e. Il a perdu 8 places le dernier jour, sachant qu'il était dans le top 10 avant les 2 dernières étapes, qui a calé en fin de grand tour, enfin fin de grand tour en fin de semaine. C'est surtout un cours, oui, on est capable de voir sur les courses d'un jour, mais également sur les grands tours. Après, il a quasiment pas couru cette saison, il avait fini 8e de Grand Besançon et 15e du Tour du Jura, pardon. Seulement 8 jours de course, peut-être pas un manque de conditions, mais je dirais peut-être pas spécialement enchaînement de jours de course là maintenant, mais le fait qu'il avait quasiment pas de jours de course avant sur le Tour de Romandie, le fait d'en accumuler a peut-être été préjudiciable pour lui sur cette semaine-ci. Anton Schiffer qui finit aussi 20e pour la, la Visma Bike, il avait fini 17e déjà de Grande Camino. Il a fait plutôt des bons résultats, des 5e de Semaine internationale Copier Bartali, qui a fait des résultats intéressants aussi cette saison, il faut quand même le souligner pour lui. En tout cas, bon, un top 20 sur le Romandie, ça reste assez intéressant. Sachant que c'est pas le corps qu'on a le plus vu avant de saison, c'est assez intéressant de le voir performer quand même. Et Quintana qui a été aussi bien pour cette formation-ci. On va juste parler quand même de Liège. À chaque fois, j'ai repoussé le débrief, mais je voulais quand même un peu évoquer Liège-Bastogne-Liège et Paul Sexas par la même occasion. Liège-Bastogne-Liège, j'ai beaucoup aimé, surtout forcément déjà parce que Paul Sexas a été capable, au-delà de tenir à distance, même si 7ème déjà du Tour de Lombardie. Mais j'ai envie de dire, c'était le seul qui avait la capacité justement à réagir face à Tadej Pogacar. Il s'est fait souffrance, il voyait flou au sommet de la redoute. Il s'est mis minable et surtout que son objectif qui est aussi la victoire. Déjà, ce que je voulais quand même souligner, c'est que son équipe a roulé avec la formation UAE. Pour revenir sur Remco Evenepoel, c'est un coureur qui a eu la capacité aussi à aller
très très loin dans la douleur, il sait se faire mal, et ça aussi c'est quelque chose d'important. Il a craqué certes dans le final, mais c'est pas non plus démoralisé. Et moi, il fait que de me subjuguer, je vous le dis à chaque fois, jour après jour, course après course. Mais il a pris des relais aussi à Tadej Pogacar, il aurait pu dire, bah après tout ce que tu m'as, enfin après le fait que tu m'aies mis très très mal dans l'ascension précédente, je ne vais pas rouler. Ça n'a pas été du tout dans cette trait de caractéristique. Mais aussi là, comme je dis toujours, un leader certes, il faut qu'il ait des très bonnes capacités physiques et en termes de résultats, mais il doit, enfin, il n'y a pas que moi qui dis ça, notamment l'Amérique Production, mais il doit également fédérer autour de lui. On sait que en termes de capacité physique et dans les jambes, c'est très fort. Dans la tête aussi, en termes de mental, la capacité qu'il est capable de faire. Également, aussi, le fait qu'il soit très offensif. J'ai envie de dire, pas que le personnage, mais en tout cas, même en termes de communication, voilà, notamment la vidéo qui est assez émouvante avec ses grands-parents quand on leur dit qu'il va être au Tour de France. C'est voilà, et puis même surtout aussi au-delà de la capacité mentale, la résistance, l'endurance qu'on est capable de voir au fur et à mesure des jours qu'il participe, enfin qu'il participe auquel le jour de course auquel il prend part. Mais il a été très très performant et un Tadej Pogacar qui s'est imposé en patron en partant au même endroit que d'habitude en harcelant c'est que ça certes c'est vrai que sur les jeux nationaux ces dernières années il n'a pas eu quelqu'un qui a été capable de le suivre comme ça. Après, au fur et à mesure, à force d'user son adversaire, il a réussi à le distancer. Mais au final, bah, c'est une victoire certes en patron. Il faut le dire, très clairement, Tadej Pogacar s'est imposé en patron sur Liège-Bastogne-Liège. Mais on a un Paul Sexas qui est venu le titiller. Après, on a eu un Remco Evenepoel qui était déjà assez mal placé. Alors certes, il a dit hein, il était certes retrouvé comme ça dans le premier groupe. C'était pas forcément une nécessité pour lui. Certes, c'était des kilomètres gagnés par rapport à Pogacar. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que Remco Evenepoel, bah, il a eu un moment difficile dans la redoute où il décroche au fur et à mesure en termes de place. Il a su se remobiliser pour aller chercher un podium. Surtout que bah, forcément, c'était l'épouvantail dans le groupe de course, donc tout le monde le regardait. Mais il a su tenter de faire à chaque fois les efforts pour revenir. Et il bat aussi tous les adversaires au sprint, ce qui montre que sa point de vitesse se développe de plus en plus. Et puis, cinquième aussi Bernal, ce que je veux dire, c'est que quand même, au-delà du podium, vraiment, 4 de ces 5 coureurs, c'est sur tous ceux qu'on a vu repousser les limites et que moi j'ai vu à chaque fois arriver, mais qui à chaque fois effectivement ont repoussé pas mal de limites du cyclisme, notamment en termes de précocité. Je me souviens de l'arrivée d'Egan Bernal, plus jeune à ce moment-là, vainqueur du Tour de France d'après-guerre, mais remporte le Californie un an avant Pogacar, vainqueur du Tour de l'Avenir. Vainqueur du Giro aussi, Egan Bernal, enfin je ne vais pas que vous faire son palmarès, mais il arrive avec une très grande précocité, bien évidemment Remco Evenepoel, au bout de 2 ans dans le cyclisme, avec sa victoire sur San Sébastien et sa première participation notamment, enfin, je vais pas vous refaire leur cas, mais 4 de ces coureurs-là dans le top 5 et surtout le podium, bah, on a quand même 3 coureurs qui ont repoussé les limites au fur et à mesure du temps, surtout Egan Bernal, c'est qu'on connaît ses capacités en puncher, je pense notamment sur les semi-classiques italiennes, alors il avait déjà remporté Grande Piémontais en 2019, comme je vois ici, mais c'est vrai qu'au bout de 2-3 jours de course, enfin 3-4 jours de course à haute intensité pour un classement général, ça devient compliqué, mais au fur et à mesure, alors il est seulement à 9 jours de course, c'est vrai, avec le Tour des Alpes en plus, donc il a quand même enchaîné le Tour des Alpes Liège. Il a fini 7ème de la Faune d'Ardèche, enfin vainqueur de la course en ligne en Colombie et 5ème du chrono. Mais on a vraiment un Paul Sexas, j'ai envie de dire, pas un Paul Sexas, un Egan Bernal qui monte en puissance au fur et à mesure des jours de course. Alors je me répète beaucoup, mais 2ème du classement général sur le Tour des Alpes. On sait que c'est jamais trop un bon signe de remporter le général sur le Tour des Alpes. Il finit à 40 secondes au général de Pelizaris, ce qui est plutôt un bon résultat, il faut quand même le souligner. Devant Rensman et devant deux Tudor avec Storer et Rondel. Mais voilà, Yann Bernal, il finit 10 secondes devant son coéquipier. J'ai pas pu faire cette dernière étape-ci. Mais oui, il bat au sprint, c'est avec les bonifications qui passent devant Rensman. Mais honnêtement, Egan Bernal, je suis vraiment très satisfait de le voir à ce niveau-là. Alors, est-ce que ma en classement général, son problème, c'est que, comme je dis, au bout de 4 jours de course, peut-être à haute intensité, où les efforts s'enchaînent et se répètent, pour un général, ça commence à devenir compliqué. En échappé toujours assez toujours très fort. Mais ça ferait vraiment très plaisir de revoir Egan Bernal à son meilleur niveau, en tout cas sur ce Giro. En ce qui le concerne, la Moïse, est-ce qu'ils ont annoncé? Oui, ils ont annoncé totalement équipe où il y a Enric Mas. Mais ça fait très longtemps qu'on sait qu'Enric Mas va découvrir le Giro cette année. Emile Verstrang, c'est très bien aussi pour cette formation Alpecin première taille de 20 coureurs dans le top 5. C'est pas là où on les attend le plus, mais déjà Verstrang il a fait une très belle Amstel où il a fini 5ème. C'est à souligner. Lui qui est capable de montrer ses capacités sur les courses d'un jour, mais également finalement d'être l'un des meilleurs grimpeurs de cet effectif de la tout simplement de la formation Alpecin qui peut se diversifier au-delà des Flandriennes.
Alors je l'avais vu sur le Tour de France, notamment dans l'étape de Super Bagnaia l'an dernier, il avait été intéressant en restant assez longtemps dans l'échappée, notamment en restant longtemps dans le Tourmalet. J'avais déjà vu ses capacités en montagne, mais il était très fort. Après, Romain Grégoire, il revenait bien dans le sprint, mais peut-être un peu loin au moment de déclencher son effort. Donc il a dû faire un effort beaucoup plus brutal pour remonter. Ça reste un bon Liège-Bastogne-Liège. Je pense que ça doit être son meilleur résultat sur Liège-Bastogne-Liège à Romain Grégoire. Parce que dans l'an dernier, il n'était pas dans le top 10, c'est 2024. Peut-être que dans 2024, il fait une belle place. Il n'est pas dans le top 10, donc c'est déjà son meilleur résultat sur l'épreuve. Il va encore emmagasiner en expérience Romain Grégoire. Mais c'est bien pour lui, ça fait pas mal de points ici pour sa formation. Mais voilà, Romain Grégoire, je suis vraiment très content de le voir encore top 10. Alors certes, il finit 7ème, il est un peu plus loin, mais il se rapproche au fur et à mesure en termes de place. Et il gagne aussi l'expérience. Il est capable de montrer qu'il est toujours présent et qu'il existe en 6ème heure de course d'une classique ardennaise et d'un monument. Et on espère qu'à l'avenir, il pourra remporter cette épreuve-ci. Lui qui avait remporté la manche espoir de Liège-Bastogne-Liège. Et c'était le premier coureur à avoir remporté Liège-Bastogne-Liège espoir et 2 classiques italiennes qui avaient suivi dans les jours suivants, tout simplement. 2 ou 3 courses. Il faudra revoir sa saison 2022 parce qu'il me semble que c'est à ce moment-là, après Liège Espoir, alors il finit deuxième de l'Alpe Iserto, mais il gagne Liège Espoir. Ah oui, bon, il gagne la flèche ardennaise aussi, mais il gagne Premio Palio dal Ricciotto et Giro del Belvedere. Et voilà, ces 3 classiques-là, donc les 2 italiennes et Liège entre le 16 et donc après le 18 et le 19 avril 2022, il avait remporté. Il avait vraiment été énorme, il faut le dire très clairement, sur cette saison-ci. Enfin, il a été vraiment énorme avec la Conti Groupama. Il est quand même à 17 jours de course, mais il est arrivé en fin de cycle peut-être aussi qui montre déjà qu'il a de plus en plus de caisses et capacité à augmenter, j'ai envie de dire, enfin, à répéter les efforts. Mais surtout, ce qu'on montre, c'est qu'enfin, contrairement à d'habitude, au fur et à mesure du moment, alors ça, c'était que des classiques qu'il a fait depuis le début de saison, mais à chaque épreuve, je trouvais quand même qu'il arrivait un peu à rester en termes de bonne forme. Parce que c'est vrai que sur le Tour de France, après le Mur de Bretagne, quasiment jusqu'à l'étape où il finit top 5 chez lui en Franche-Comté, il était vraiment, je vais pas dire transparent, mais en tout cas, il avait du mal à peser sur la course. En termes de récupération, ça commence à être difficile, mais au final, on a vu qu'il avait des capacités à y performer. Et voilà, j'ai envie de dire, en tout cas, on voit qu'en fin de bloc, il arrive à être performant et ça va être très intéressant pour la suite en ce qui le concerne. Ce que je voulais voir également par rapport aussi à ce Liège-Bastogne-Liège, c'est que voilà, on a eu certes, Mauro Schmitt était mal placé pendant très longtemps, mais on a eu quand même Johannessen dans le top 10, Zana aussi pour la formation Soudal qui a quand même fait une campagne classique assez intéressante, Léo Bizio 12ème, on a Telette 13ème, 14ème, Jean Poussin 15ème, Vente Venante. Ceux qui ont pesé certains sur la Flèche Wallonne ont eu un peu plus de mal. Après, c'est vrai que c'est une arrivée d'un groupe. Enfin, c'est une arrivée groupée. Parce que derrière, voilà, ils sont 24. Genre, enfin, ils sont 22 arrivés dans le même temps. Donc, au final, voilà. Après, il faut quand même le souligner aussi. Ça permet les regroupements de l'arrivée à Liège. Mais surtout, vraiment, je voulais quand même parler de Sexas avant tout et de Pogacar qui était en mode patron. Après, je parlais du mode patron pour Tadej Pogacar. Mais je pourrais aussi parler d'un autre élément en ce qui concerne tout simplement Paul Sexas, tout simplement sur le Tour de France. Alors, à mon avis. En fait, c'est pas que je suis mitigé. Ce que je voulais surtout signaler par rapport à Paul Sexas sur le Tour de France, c'est que moi j'avais peur, surtout à un moment en fait, qu'on crame le coureur. En tout cas, qu'il y aurait une énorme pression médiatique parce que quand t'as énormément, enfin, RTL te font des chroniques là-dessus. T'as même eu des reportages dans Bonjour qui vraiment veulent rien dire. Je vais me donner mon petit tac. Mais ils en font un pour sa première victoire sur le Tour d'Algarve. On dit, on va retenir bien son nom, on va entendre parler de lui pendant 10 ans. Ils font ça également le lendemain de sa deuxième victoire sur le Tour du Pays Basque. À chaque fois, ils disent on ne sait pas s'il va participer au Tour de France. On a eu des grands coureurs dans l'histoire du cyclisme français. Bon, ils ont parlé de Dino Anctil-Fignon sur le Tour du Pays Basque. Ils ont dit la victoire sur le Pays Basque, c'est très annonçateur, c'est très important parce que c'est annonçateur du Tour de France. Bon, ok. Ils disent à chaque fois il bat des coureurs plus expérimentés que lui, mais oulala, le seul qui ne bat pas c'est Pogacar qui est le meilleur coureur du monde, sans blague. Et je précise également aussi, parce que c'est très très drôle, ils rajoutaient après ça Arthur Fils, Juan Benyama et Léo Marchand en disant qu'avec ces sportifs-là, la France va régner sur tout le monde dans le sport dans les prochaines années. Avec LBB, je crois. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, on voit quand même. On a associé une victoire de Paul Sexas qui montre une forme de précocité. Au fait qu'on a énormément de jeunes talents en France, mais ce qui me fait rire là-dedans, c'est que j'ai pas eu besoin d'eux pour savoir qu'on avait une forte génération, je dis depuis quelques années. En basket, on a énormément de monde, il n'y a pas que Juan Benyama, en foot aussi, en rugby, on a des grandes générations qui arrivent, en cyclisme chez les hommes et chez les femmes, tout comme au biathlon chez les hommes et chez les femmes, on est très performants.
En tennis de table, on a du personnel. En natation également. Donc on a de... Là, j'ai cité que quelques disciplines. Mais on a vraiment un amas même Jimmy Gressier aussi. En athlétisme, on a un amas vraiment de talent. Même en cyclisme, on a Paul Sexas, certes, mais il y a également Antoine Laute, il y a Paul Lapera, il y a Léo Bizio, Jordan Labrosse, pour n'évoquer que cette formation-ci, Valentin Paré-Pinte, Mathis Rondel, je peux citer Mathis Grisel également, Joanne Blanc par exemple, Maxime Descombles, également on peut citer Thibaut Gruel par exemple, pour ne citer que Lenny Martinez, Romain Grégoire, bien évidemment, Paul Bagné, entre autres. J'ai peur d'en oublier tellement qu'il y en a. Mais Mathis Rondel, j'ai déjà dit. Mais on a vraiment énormément de jeunes talents qui arrivent. Dans Godon, il y a certains un petit peu plus âgés, mais même Kevin Vauclin et Axel Laurence au final. Donc on a énormément de jeunes talents. Mais sur Paul Sexas aussi. Alors évidemment, on peut se dire à chaque fois qu'un grand tour, c'est pour gagner de l'expérience et pour savoir comment ton corps réagit à 3 semaines. Mais Paul Sexas, ce qu'il a dit, c'est très très simple. C'est qu'il n'est pas là pour découvrir, c'est avant tout pour faire le meilleur résultat possible au général. Alors qu'espérer? Pour moi, un top 5 au général pourrait être réalisable si bien évidemment les capacités de récupération sont là, arrivent à suivre. Parce que je vois quand même Pogacar Vingegaard de supérieur. Del Toro, pour moi, peut être dans la conversation pour le podium, tout comme un Red Bull. Je pense que entre Sexas, Del Toro et peut-être soit Lipovic ou alors Remco, on pourrait avoir cette bataille-là pour le podium, mais je le vois dans le top 5 à l'heure actuelle. Pourquoi pas sur le podium? Mais pour le moment, je mets sur le top 5. Et une victoire d'étape, je pense que il y a Barcelone qui peut être intéressant, mais les angles aussi peuvent lui convenir. En puncher pour une première arrivée avec les favoris. Même l'Alpe d'Huez peut lui convenir ou le plateau de Solaison par exemple. Donc j'attends de voir, mais il peut vraiment faire un grand Tour de France et jouer une victoire de Paul Sexas. L'étape 3 peut convenir à pas mal de Français, Romain Grégoire par exemple, Paul Sexas ou Doran Godon, mais je le vois pas mal gagner à l'étape des Angles qui sera le 3e jour de course. Après également aussi, en termes de classement général, il faudra également gérer, mais surtout cet effectif aussi, la pression, la récupération qui sera ultra importante aussi. Mais côté formation Décathlon, on aura un énorme effectif à ses côtés. Alors nous, on va se retrouver dans pas très longtemps pour des vidéos cyclisme. On va se retrouver peut-être dès demain. Mais ça dépend si je fais une vidéo présentation du parcours du Giro. Vous avez, je pense, quasiment tous pu le voir. Mais j'aurai mon avis à donner là-dessus. Et surtout pour la prévue du Giro qui aura lieu jeudi. Et je vais essayer de faire des débriefs courant semaine. Peut-être vendredi, je vais essayer de faire un débrief du Giro. Faudrait que je vois ça. Mais je pense peut-être faire une ou deux vidéos pro dans la semaine et 2 débriefs du Giro. Si je peux vous caser encore 4 vidéos. Ouais, une vidéo chaque jour jusqu'à la fin de la semaine, ce serait vraiment pas mal. En tout cas, c'était Cyclisme 3D. Pour te voir à la prochaine. Ciao.